Bonsoir, merci d'être des nôtres pour cette nouvelle rencontre littéraire du mini-festival de Colmar. Ce soir, c'est l'exil comme un roman. 2 livres et 2 invités, et 2 belles invitations d'ailleurs à lire et à voyager dans le temps et dans l'espace. C'est Wanted Louise, chez Gallimard, dans la collection Signe, avec un Y. C'est le dernier livre de Marion Muller-Collard. Et puis, ce sont des bateaux que l'on regarde partir, chez Mediapop Éditions. C'est celui de Christophe Fourvel. Alors merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté ce dialogue. Comme j'ai lu vos 2 livres dans la foulée, je peux attester qu'il y a entre eux des résonances, mais qu'elles ne sont pas toutes liées au fait que vous soyez l'un et l'autre nés à Marseille. On va en reparler. Alors, Marion Muller-Collard, vous êtes théologienne, protestante et écrivaine. Vous avez étudié à Strasbourg, mais à Jérusalem aussi. J'ai entendu dire que votre thèse avait été consacrée au personnage biblique de Job. Vous avez beaucoup écrit ensuite. Alors d'abord pour la jeunesse, il faut le rappeler, votre premier livre s'appelait « Prunelle de mes yeux », c'était il y a 10 ans maintenant, puis il y en a une demi-douzaine d'autres depuis. Et puis des livres de théologie et de spiritualité, on ne se refait pas. Je cite les éclats d'évangile qui sont parus il y a 3 ou 4 ans, je pense. Et puis 2 romans. 2 romans, Le jour où la Durance, c'était il y a 3 ans, et puis ce Wanted Louise, qui est ce soir sur notre table. Alors j'ajoute que vous tenez aussi chronique parfois dans l'hebdomadaire protestant Réforme, et que vous participez aux émissions religieuses sur France 2. Wanted Louise, vous avez dit de ce livre que c'était un avis de recherche. Et au début du livre, il y a en effet une disparition. Alors, ce n'est pas la disparition d'une lettre, comme chez Georges Perec, mais c'est celle d'une jeune mère de famille qui laisse son mari, 2 enfants, et sa propre mère, qui s'appelle Chris, qui est écrivaine, tient, et vit dans la vallée de Tannes, tient encore, cherche à comprendre et à la retrouver. Et puis c'est alors qu'elle rencontre une autre femme qui s'appelle Ludmilla, et qui lui parle d'une autre disparition bien plus lointaine. Alors, il faut nous expliquer qui est Ludmilla. Qui est Ludmilla dans le roman ou dans la vraie vie? Parce que, je crois que les 2 se rejoignent. Les 2 se rejoignent, en effet. Ludmilla, dans la vraie vie, s'appelait Irka. Elle est décédée à l'automne dernier. Et du coup, pour moi, c'est aussi une émotion supplémentaire quand je parle de ce livre qu'elle a pu lire, qu'elle a pu voir un petit peu vivre avant de mourir. Donc, c'est une femme qui a vécu la guerre en étant adolescente, donc la Seconde Guerre mondiale, et dont la mère s'est en fait donnée à corps perdu, au sens propre du terme, dans un réseau de résistance polonais et anglais, en fait. Voilà, et c'est une histoire qui m'a été contée lors d'une soirée de Nouvel An par la fille d'Irka. Donc, dans le roman, Ludmilla n'a pas d'enfant, mais dans la vraie vie, Irka a 2 enfants. Et donc, cette famille était dépositaire de cette histoire complètement incroyable d'une grand-mère qui disparaît de par son activité dans la résistance, et de cet héritage, en fait, de cette disparition sur cette jeune adolescente qui va se retrouver ensuite dépositaire de beaucoup de secrets, de beaucoup d'informations très sensibles, on dirait aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une histoire un petit peu folle, une histoire de silence, une histoire aussi de tout ce qui se passe entre une mère et une fille, au-delà des mots, en fin de compte, et comment les secrets et les silences nous emprisonnent aussi dans les générations qui viennent. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire roman avec ce récit qui vous arrive un soir de Nouvel An, ouais, qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous touche? Et puis, vous en faites roman et vous y joignez ce rapport mère-fille qui n'était pas là à l'origine. C'est ça. Pourquoi ? Pourquoi l'envie d'en faire roman? C'est quelque chose que j'ai complètement subi. En fin de compte, quand je suis rentrée de cette soirée de Nouvel An, j'ai pas pu dormir de toute la nuit parce que j'étais obsédée par cette histoire et j'ai ressenti un besoin impérieux de la raconter et en même temps un empêchement de la raconter. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le dialogue avec Monsieur Fourvel, parce que comment faire quand ce qu'on raconte est quelque chose du réel, quoi. C'est comment faire fiction. Alors, je pense que ce mot de fiction, on pourrait en débattre, mais en tout cas, moi, j'assume d'en faire complètement fiction à partir d'une histoire vraie qui m'appartient pas, dont j'avais l'impression de me conduire comme un vampire, en fait, de siphonner une histoire familiale qui n'était pas la mienne. Et j'étais très empêchée par ça, par cette question de l'autorisation. Et j'ai demandé plusieurs fois la même autorisation à cette famille.
que cette famille m'a toujours redonné, mais j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas en fait ce à quoi ils s'engageaient, que tant qu'ils n'auraient pas lu le roman, ils ne pouvaient pas prendre conscience vraiment de ce que ça allait faire, de voir leur histoire transformée et se fondre dans une fiction, et à la fois y reconnaître leur histoire, à la fois la relire de façon étrangère. Donc ça, c'est quelque chose qui était pour moi une immense question éthique, quoi, de est-ce qu'il y a une éthique de l'écrivain, je ne sais pas. Donc voilà, donc le premier mouvement, c'était ça. Et j'ai été très empêchée par ce sentiment d'une violence potentielle que je pouvais faire à cette famille. Donc j'ai mis ça de côté jusqu'à ce que je trouve une clé narrative qui me permette en fait d'aller au bout de la fiction en créant ce personnage de Chris et ce personnage de Louise pour décoller un peu de l'histoire vraie, de l'histoire réelle, et jouer aussi sur deux temps de l'histoire contemporaine et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, disons que la fiction est ce qui m'a permis de me donner à moi-même cette autorisation que la famille me donnait, mais que j'arrivais pas, moi, malgré tout, à me donner à moi-même, quoi. Et alors, après coup, le livre est paru, vous avez expliqué le décès récent de la femme qui l'a inspiré, mais qu'elle a pu savoir que ce livre avait existé. Oui, puis elle l'a lu. Comment a-t-elle réagi? Elle l'a lu avant, c'est-à-dire je pouvais plus faire grand-chose pour elle une fois qu'elle l'a lu. Tout ce que je pouvais faire, c'était sur-anonymiser, et donc je voulais qu'elle le lise pour me demander l'autorisation, en fin de compte, de faire paraître à la fin du roman des remerciements qui la sortaient de l'anonymat, et puis cette photo, en fait, à partir de laquelle j'ai commencé à écrire, qui est, que personne ne verra très bien si je la montre comme ça, mais qui est en fait, donc là on voit Irka, Ludmila et ses parents, et cette femme-là, cette fameuse Widma dans le roman, qui signifie fantôme en fait en polonais. Et donc voilà, donc, quand elle m'a dit oui, je veux bien que vous mettiez la photo, je veux bien que vous mettiez les remerciements, je me suis dit voilà, elle a accepté, et pour moi c'était beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, et puis je crois qu'elle a été très émue de devenir en fait l'héroïne d'un roman, et de prendre conscience par là aussi qu'elle avait été l'héroïne de quelque chose, puisque elle a pensé toujours que l'héroïne c'était sa mère, et tout à coup dans le roman l'héroïne c'est elle, hein. Et donc du coup voilà, à son enterrement j'étais très touchée parce que sa fille m'a dit que je lui avais fait un beau cadeau, et donc si c'est vrai, j'en suis très émue et très heureuse, donc voilà. Alors Christophe Fourvel, on peut lire quand on cherche vos biographies que vous auriez pu être neurophysiologiste. Mais vous avez même commencé une thèse dans ce domaine, mais finalement la littérature vous a happé. Puis elle vous a happé de plusieurs façons, puisque vous avez été libraire un temps dans le Var, et puis vous avez été un animateur du monde des lettres. C'était alors au Centre régional du livre de Franche-Comté, à Besançon, dans la région où vous êtes toujours, et puis enfin comme écrivain. Écrivain d'ailleurs pas seulement pour le livre, mais aussi pour le théâtre, je crois qu'il faut le dire. Vous avez écrit une vingtaine de livres. Depuis, les titres sont en résonance. C'était Dernier paysage avant traversée. Et puis votre dernier livre, c'est ces fameux bateaux que l'on regarde partir. C'était l'automne dernier. Et puis pour la scène, à plusieurs reprises, et j'ai noté notamment ce temps de silence qui avait été créé l'an dernier au Conservatoire régional de Besançon. Vous êtes aussi chroniqueur littéraire. On a vu votre signature dans le Monde des livres, dans les cahiers critiques de poésie, édité à Marseille, votre ville natale, et puis dans le magazine Novo, et vous y tenez, et ça compte dans ce qu'on va dire ensemble, écrivain animateur d'ateliers d'écriture depuis un paquet d'années. Alors, Ce sont des bateaux que l'on regarde est un livre, j'allais dire, polyphonique. Vous employez même le terme de rhapsodie, au sens grec ancien. C'est-à-dire qu'en fait, on y rencontre beaucoup de gens, des voix multiples, enchevêtrées, celles d'une quarantaine de migrants, d'immigrants, des personnes qui ont rejoint la France au travers d'histoires à différentes époques, mais parfois très douloureuses. Et le mot polyphonie se justifie peut-être encore plus parce que vous utilisez des titres qui sont chant 1, chant 2, chant 3, etc. pour marquer ce caractère chanté. Peut-être serait-il bon que vous expliquiez d'abord comment vous avez écrit le livre. Parce que, comme Ludmila, dont on vient de parler, Alsoum, Anastasia, Anna Maria, Shekna et les autres ne sont pas non plus seulement des personnages de romans. Oui, alors vous soulignez le fait que j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture et depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que
la question de la perméabilité entre ce qui se passe dans mes ateliers d'écriture et mon propre trajectoire et ma propre démarche d'écrivain me questionne depuis longtemps. J'ai maintenu très hermétique ces deux espaces pendant de nombreuses années. Je crois que c'était nécessaire, ou en tout cas ça me paraissait évident, peut-être aussi pour des questions d'éthique. Et puis à un moment donné, les digues ont un peu rompu en quelque sorte, ou en tout cas elles ont menacé de rompre, et je me suis dit que à force de côtoyer des gens qui étaient donc souvent, parce que c'était une orientation que j'avais donnée à mes ateliers d'écriture depuis quelques années, des gens qui étaient en apprentissage de français, allophones comme on dit, qui venaient d'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait un désir de dire plus chez certaines de ces personnes, et je me suis demandé qu'est-ce que moi je pouvais en faire, moi qui étais finalement une écoute pour eux à un certain moment, mais de façon très éphémère, de passage comme ça. Et petit à petit est née l'idée de ce livre. Alors c'est vrai que les ateliers d'écriture, souvent c'est des temps très brefs, on se retrouve pendant 2 heures autour d'une table, on est nombreux. Ces gens-là étaient donc, comme je le disais, souvent en apprentissage de français. Ça veut dire que les textes étaient relativement élémentaires dans leur forme. On n'en allait pas très loin. Mais il y avait un désir, chez certains, de parler, de se livrer, de dire, avec cette ambivalence très très caractéristique de l'intime chez chacun. C'est à la fois la pudeur et le désir de s'épancher. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais recueillir des témoignages un peu plus détaillés, un peu plus poussés, individuels, avec ceux qui le souhaitent. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça, un peu comme un rituel, au cours des ateliers, peut-être pas toujours à la première séance, quand il y en avait plusieurs, parce que ça nécessite de se familiariser. J'ai dit, bon, écoutez, s'il y en a qui veulent me raconter leur histoire, c'est possible, on peut se voir en dehors, en tête-à-tête, etc. Puis des gens ont commencé à se manifester. Et j'ai recueilli cette matière, donc, qui est des récits de vie, on va dire. La plupart du temps en français, quelquefois en anglais, parce que les gens étaient plus à l'aise en anglais. Et j'avais le souci d'en faire quelque chose qui ne soit pas journalistique, qui ne soit pas... je ne souhaitais pas conserver de façon... intégrale et indemne, ce qui m'était donné, je voulais vraiment que ça rentre dans un projet littéraire. Que ça devienne littérature. Voilà. Ça devienne littérature, absolument. D'où l'idée, alors il y a 2 étapes en fait, dans la conception de ce livre, parce que finalement c'est un peu comme ça que je le vois, ce noyau dont on parle, qui est le noyau du livre, ces récits de 40 personnes, je les ai amalgamés, anonymisés, même si je donne les prénoms en début de chapitre, comme disait Marion tout à l'heure. Et je me suis dit, est-ce que, en mêlant toutes ces voix issues de géographies différentes, d'origines géographiques très distinctes, mais aussi de générations différentes, parce qu'il y avait comme ça, chez moi aussi, le souci d'aller vers des gens d'âges différents, est-ce que toutes ces voix ensemble disent quelque chose d'unique ? Tout en conservant leurs différences. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut entendre quelque chose de l'exil, du sentiment d'exil, en mêlant des voix aussi différentes que celles, par exemple, d'une dame espagnole de 70 ans qui a fui le franquisme et d'un jeune Malien qui vient d'arriver en France? Est-ce que moi, j'arrive à faire résonner quelque chose d'humain là-dedans? Le deuxième souci, évidemment, c'était quasi politique, puisque la question des migrants revenait sans cesse à ce moment-là dans les informations, était en débat permanent. C'était, est-ce que, toujours pareil, est-ce que si on donne à entendre la singularité, la subjectivité, l'individualité d'une personne, on le regarde autrement? Bien sûr, nous, on sait que, bien sûr, c'est différent. Quand quelqu'un commence à raconter sa vie, il cesse d'être un chiffre, ou un parmi d'autres, il devient une personne. Et ça, pour moi, c'était aussi essentiel. C'était de dire, on va réunir des voix comme ça, de façon à ce que peut-être que les gens qui liront ce livre, quand ils verront les migrants, ils penseront que derrière chaque visage, il y a une histoire très singulière, très particulière, il y a une personne. Alors, dans la construction du livre, on est même un peu dérouté parce que les premiers extraits d'entretien sont tellement entremêlés que parfois on ne sait pas qui parle.
Et puis petit à petit se distinguent dans ce champ commun des voix singulières. Et on suit un peu l'Arménien de Bakou, on suit un peu le Malien que vous évoquiez. Et on commence à les reconnaître et presque à sympathiser avec eux comme des paysages, comme des personnages de romans. Mais au début, c'est un groupe. Comment vous avez travaillé? Au magnétophone ou par des entretiens? Vous avez pris des notes? J'ai pris des notes. Il y a vraiment un temps comme ça où je crois qu'il ne fallait pas trop se poser de questions sur le devenir de tout ça. Il y a un temps de recueillement des notes. Il fallait recueillir des témoignages, peut-être en me disant que certains, je ne les utiliserai pas. J'ai donc travaillé de façon manuscrite, sans enregistrer personne. Peut-être ça aurait été un peu plus intimidant, je ne sais pas, l'enregistrement. Ensuite, ce que vous dites, c'était voulu. Il y avait vraiment... Parce que dans le livre, il y a 3 chapitres qui sont constitués de ces témoignages. Et effectivement, il y avait l'idée qu'au début, on a affaire à la foule. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle. C'est indistinct. J'entremêle tous ces témoignages. C'est parfois très bref, parfois un peu plus développé, mais cet entremêlement fait que c'est un brouhaha, en quelque sorte. Et puis, comme il y a quand même un récit, il y a des récits derrière tout ça, de façon chronologique, je me disais que petit à petit, ces voix allaient se dissocier, s'individualiser, et que de la même façon que lorsqu'on a affaire à une foule et qu'on s'intéresse aux gens qui constituent cette foule, on finit par les reconnaître, les identifier en tant qu'individus. Dans le livre, ça allait opérer de la même façon. Je peux témoigner comme lecteur que c'est ce qui se passe. Alors, on est frappé aussi de la présence forte des souvenirs d'enfance dans ce que vous y racontez. Ce sont des ambiances, et puis votre talent d'écrivain aussi les met en lumière, les met en couleur. Ce sont des odeurs, ce sont des couleurs, c'est le soleil du pays dont on vient, c'est les parents, les grands-parents. C'est des choses qui viennent assez vite dans ce type d'entretien. Il y a le paradis perdu, puis il y a la terre où on est, et qu'on apprivoise plus ou moins. Oui, c'est sûr que on se raccroche sûrement beaucoup aux souvenirs d'enfance. Il y a un désir aussi de mettre en lumière... Les gens, finalement, ont très peu envie qu'on s'apitoie sur leur sort. Je crois qu'ils ont envie de montrer ce qui brille encore chez eux, ce qui est lumineux. Ils ont envie de faire exister leur famille, leurs parents qu'ils ont quittés. C'est vrai que pour certains... Alors, c'est pas toujours le cas non plus. Je voudrais pas... justement, puisque c'est même l'objet du livre, je ne voudrais pas nier les cas particuliers. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fui des familles. Il y a notamment j'ai le souvenir d'une femme africaine qui était battue par son père. Le déclic de l'exil, c'est pas politique, c'est pas économique, c'est fuir une famille qui la martyrise. Donc il y a aussi ça chez certains. Mais c'est vrai que très vite, les gens ont envie de montrer ce qui brille encore chez eux, ce qui les tient debout, ce qui est lumineux, ce qui les fait sourire, vraiment ce qui porte de plus beau. Et parmi les choses qui portent souvent de belles, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les souvenirs d'enfance, etc. Et alors il y a le fait aussi, vous le soulignez, que le fait d'être... Leur point commun, c'est d'être en France aujourd'hui, mais ça a été parfois une succession de hasards. Ça n'a pas été un projet délibéré pour la plupart d'entre eux, mais ça a été les hasards des mouvements de la planète qui les ont amenés à être avec nous. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que je ne soupçonnais pas. Effectivement, je pensais qu'il y avait plus de maîtrise sur la destination finale. On se rend compte que les vies sont ballottées, en fait, que c'est une succession de hasards, de hasards malencontreux souvent, parce que les gens ont simplement passé une frontière pour fuir un malheur, et puis de l'autre côté de la frontière, ils ont été chassés. Et petit à petit, comme ça, et puis ils ont rencontré des gens qui les ont poussés à migrer vers l'Europe. Et ensuite, c'est vraiment... c'est une loterie, quoi. J'ai vraiment le souvenir, vous parliez tout à l'heure du premier témoignage, qui était effectivement un Arménien né à Bakou, en Azerbaïdjan, qui a fui les pogroms avec sa famille quand il était enfant pour se réfugier en Russie. En Russie, au bout d'un moment, ils ont dû s'exiler à nouveau. Alors là, quelqu'un lui a dit va en Ukraine, puisque tu parles russe, il y a une partie russophone, tu pourras parfaitement t'intégrer. C'est au moment où la guerre éclate sur ce territoire ukrainien. Et là, quelqu'un l'aide à fuir avec sa famille et lui dit monte dans ce bus. Et puis, dans le bus, on lui dit tu descendras quand on te dira de descendre. Et il se retrouve à Lyon.
Mais jamais cet homme, dans sa vie, n'avait pensé qu'il viendrait un jour en France. Alors, ce qu'il y a de commun dans vos deux livres, outre ce voyage intérieur ou sur la planète qu'on cite, c'est aussi que l'écrivain est, alors je risque le mot, mais confesseur, d'une certaine façon. Il reçoit des histoires intimes et puis en fait littérature. Alors il y a un moment dans votre livre, Marion Müller-Collard, où Ludmilla, en gros, quand Chris s'interroge pour savoir pourquoi cette femme est venue la voir, elle lui dit en gros, vous êtes écrivaine, c'est votre métier après tout de raconter les histoires des autres. Est-ce que finalement, ce serait un point commun entre vous que de dire l'écrivain est là, entre autres, pour raconter les histoires des autres? Marion. Oui, en entendant Christophe, je repensais à cette idée de l'écrivain public. Je trouve que c'est très beau parce qu'en plus, ça dit aussi cette articulation entre l'intime et le politique qui est vraiment au cœur de ce que vous faites. Et j'aime bien cette idée, oui, de confesseur, je dirais pas seulement parce que je suis protestante. Je me suis permis le mot à cause de cela, mais c'est tout. Oui, je suis habituée à ce genre de provocation. Non, c'est dépositaire. Oui. On est dépositaire. En fait, pour moi, le métier d'écrire, c'est d'être une caisse de résonance. En fait, on n'invente rien, on crée pas. Il y a quelque chose de la réception, c'est une histoire de porosité en fin de compte, et de pouvoir être caisse de résonance de ces histoires-là. Et je crois que l'avidité de celui qui nous parle, c'est celle de la trace en fait. C'est de garder une trace. Je repensais en vous écoutant au dernier paragraphe du livre d'Elisabeth de Fontenay, Gaspard de la nuit, où elle raconte en fait l'histoire de ce frère qui a des troubles autistiques hyper aigus, qui ne parle pas. Et à la fin, elle dit, finalement, je vais quand même donner... Elle l'appelle Gaspard pendant tout le livre. Et à la fin, elle donne son vrai prénom en disant, maintenant que je t'ai fait vivre, en fait, à travers ce récit, je donne ton nom dans ce livre, parce que nous n'aurons pas de descendance, ni toi, ni moi. Et les livres, je ne le dirai pas aussi bien qu'elle, mais... Les livres elle dit quelque chose comme, les livres en fait sont les seuls tombeaux dont on peut ressortir. C'est magnifique, ce livre est magnifique et cette finale est absolument superbe. Et c'est vrai que les livres sont des tombeaux ouverts en fin de compte quelque part. Et je crois que c'est ça qui fait de nous aussi des passeurs, passeurs sans jeu de mots par rapport à la question des migrants, mais quelque part si peut-être. Enfin, c'est une autre façon d'être passeur quelque part. Christophe, vous vous sentez aussi dépositaire et passeur? Confesseur? Je ne sais pas. C'est une question intéressante. Je crois qu'il y a... le livre, en tout cas, le travail de l'écrivain est un lieu de coïncidence de phénomènes, d'histoires, de points de vue tout à fait inédits. C'est vrai que... Alors, peut-être c'est une façon aussi de finir la présentation de mon livre. Les chapitres, les témoignages que j'ai recueillis et que j'ai amalgamés comme ça, c'est la moitié du livre à peu près, puisque je ne voulais pas que ça constitue seulement le livre, c'est un peu le noyau intérieur, mais il y a une gangue autour. Cette gangue, elle est faite de beaucoup de lectures. J'essaie de faire entrer dans mon livre l'Iliade, par exemple, d'Homère, Borges, la figure d'un psychologue américain qui avait des théories tout à fait extraordinaires. Sur les hémisphères cérébraux. Voilà. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, c'est peut-être comme ça que je sens. Le mot de porosité qu'utilisait Marion, je le trouve très juste, mais c'est une porosité qui... où peuvent cohabiter des choses qui n'existent pas dans le même espace. C'est-à-dire que ces témoignages-là, pour moi, le livre est le seul endroit où ils peuvent exister à égalité avec l'Iliade d'Homère, où ils peuvent exister à égalité avec ma propre expérience, avec ce que j'ai retenu de mes années de vie sur Terre, qui peuvent résonner avec la conception du voyage telle qu'on me l'a inculqué dans un pays qui est démocratique. Je le dis à un moment dans le livre, on a, nous, une conception du voyage qui est synonyme de liberté, c'est-à-dire que quand tout va mal, dans notre vie, si on est abandonné, si on vit une rupture amoureuse, si on est au chômage, on peut toujours se dire je vais faire le tour du monde. Voilà. C'est quelque chose qui nous est ouvert, le monde. Or c'est absolument faux pour la plupart des gens sur la planète. Je donne l'exemple où en France on peut aller dans 83 pays sans visa, un Kosovar ne peut aller que dans 5 pays. Donc cette idée du voyage par exemple, c'est quelque chose qui est
qui m'est propre. Ma conception du voyage, elle est propre. J'avais en face de moi des gens pour qui le voyage ne voulait pas dire la même chose, ne raisonnait pas de la même manière. Et donc le livre, c'est le réceptacle de tout ça. Donc cette porosité dont parlait Marion, mais au-delà des témoignages, de tout ce que moi je porte, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qui m'a ému, et de l'histoire de tous ces gens que j'ai fait rentrer. Alors avec votre accord, je vais lire 2 courts extraits de vos livres. Dans Wanted Louise, j'ai choisi ce passage où Chris se rend compte que le lieu où la Gestapo interrogeait la mère de Ludmilla, en l'occurrence, c'est l'école de musique où va son fils, simplement. Ce que je sais de Ludmilla, qu'elle a su par son père lorsqu'il fut libéré, c'est que les cellules étaient au sous-sol. Comme les sous-sols, par définition, autorisaient une dégringolade, un affranchissement de la loi. Dans chaque cellule, un soupirail donnait au ras du sol sur une cour intérieure pavée. Lorsque Vinma est morte, un des chiens de l'officier B s'est aplati devant le soupirail de sa cellule et s'est mis à hurler. Les chiens aussi ont leur pleureuse. C'est ainsi que Jeanne Sec a appris la mort de sa femme. Malheureusement, tout le monde ne parle pas si bien la langue des animaux. L'architecture que m'a décrite Ludmilla, à partir de ses propres souvenirs et de ceux de son père, pourrait en effet correspondre à l'école de musique. Ce qui reviendrait à dire que mon petit-fils de 6 ans apprend tranquillement le piano par-dessus l'horreur, avec ses petits doigts de moineau, ses taches de rousseur et ce chuintement de petit enfant qui ne lui passe pas en grandissant. Alors, ce passage très touchant, évidemment, fait le lien entre ce que nous voyons devant nous, l'école de musique que vous voyez, en plus je pense qu'elle existe vraiment, cette école de musique, et puis cette histoire dramatique qui vous est portée, et l'enfant, là, qui vient apprendre la musique, c'est à la fois un message terrible et un message d'espoir. Je me trompe? Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de neuf, en fait, dans nos vies? En fait, toute vie est complètement neuve et en même temps vieille comme le monde, quoi. Enfin, c'est cette question de... En fait, je crois pas dans la superposition. Et c'est ce trouble-là dans lequel est Chris. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous... tout communique, quoi. Et nous, on a un sentiment de superposition comme ça, comme si les choses pouvaient se ranger, pouvaient se classer, comme si l'histoire pouvait s'archiver. Et ce livre, c'est un livre qui raconte que l'histoire ne s'archive pas, en fin de compte. Et donc oui, cet enfant qui arrive neuf, il est en même temps porteur aussi. Qu'est-ce que ça fait en fait d'apprendre la musique au-dessus des cellules où une femme s'est faite torturer jusqu'à choisir le suicide pour ne pas parler. Enfin, j'arrive pas à croire que ce soit indifférent et en même temps, je veux croire qu'il soit possible de mettre de la musique là où avant il y a eu des cris et de la terreur. Donc c'est, ouais, rien de plus à dire que ça. C'est oui, on se construit sur un sentiment de superposition. On croit beaucoup aussi à la possibilité de l'auto-engendrement et à la fois, il faut le croire, c'est la dimension de l'espoir, c'est-à-dire que quelque chose de nouveau est toujours possible et en même temps, ce neuf n'est jamais de l'inédit, en fait. C'est toujours quelque chose de choral aussi sur tout ce qui nous précède, en fin de compte. Ouais. Alors, Chris, c'est la narratrice et nous sommes un peu Chris dans la lecture de ce roman. Et il y a aussi ce côté d'une grand-mère qui remplace la mère, qui a disparu. Oui, à son corps défendant. À son corps défendant et qui visiblement n'est pas très à l'aise avec ses petits-enfants, qui apprend petit. Il y a des anecdotes très vécues, j'imagine, mais passionnantes. Moi, je suis pas grand-mère. Et c'est en lien en plus avec le rapport mère-fille ancien qu'il y a eu. Le livre ne manque pas d'humour. Et vous y teniez, je pense. Ah oui, moi je tiens beaucoup à l'humour. Enfin, pour moi, c'est complètement salvateur. La poésie et l'humour, et c'est un peu la même forme d'intelligence. C'est cette façon de décoller un petit peu c'est la seule alternative au drame, en fin de compte. L'humour et la poésie, c'est des alternatives communes au drame. Et donc oui, j'y tenais. Et puis c'est aussi une façon de réviser un peu les clichés des figures maternelles. Qu'est-ce que c'est aimer, en fin de compte? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'une mère qui aime est vouée absolument aux soins, ou est-ce qu'il y a une façon d'aimer? Il y a Roland Barthes, dans son journal du deuil au sujet de la mort de sa mère, il fait ce constat tout bête, mais il dit « on ne parle jamais de l'intelligence d'une mère ».
Et il dit pourtant l'intelligence, c'est la capacité pour un être de vivre souverainement avec un autre être. Enfin, là aussi, c'est pas une citation exacte, mais cette question de la souveraineté, en fin de compte, les mères, on est un peu cloisonnés à la tendresse. C'est hyper important, la tendresse, mais est-ce que ça se manifeste automatiquement seulement dans la question du soin? Il y a une forme d'intelligence chez Chris qui fait défaut à sa fille parce qu'elle retrouve pas cette capacité justement de vivre souverainement avec ses enfants et de faire vivre ses enfants souverainement avec elle. Et il y a quelque chose de ça qui s'est joué aussi entre Vidma et Ludmilla. Et c'est vrai que cette histoire, on parlait de l'enfance tout à l'heure. René Char, il dit on n'est jamais d'un autre pays que celui de son enfance. On est toujours du pays de son enfance. Et l'histoire de Vidma, c'est ça aussi, c'est qu'elle sera toujours de la Pologne et qu'en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est une question que j'ai beaucoup posée à Irka, c'est mais qu'est-ce qui fait que votre mère a donné sa vie, vous a fait courir des risques inouïs. Hein. C'est l'histoire aussi, c'est quand même cette femme résistante qui ne respecte pas le principe du cloisonnement. Dans les grands récits de résistance, il y a toujours un principe de cloisonnement, y compris dans les couples. Alors elle cloisonne pas avec sa fille. C'est comme si c'était son extension. Donc, du coup, elle protège pas sa fille d'être dépositaire d'informations qui vont la mettre dans des situations intenables par rapport à la Gestapo qui ensuite va l'interviewer, la harceler en fait pendant encore des semaines. Et je lui disais, mais je sais pas, c'était une humaniste, pas du tout, c'était une patriote. Et en fin de compte, faut pas oublier quand même que le premier coup porté par le Troisième Reich, il est à la Pologne, enfin un des premiers coups, et il est durement porté avec, dans la tête des nazis, être polonais ou être slave ou juif, c'est indifférent, c'est les Untermenschen de toute façon, voilà. Donc et c'est ça qui va réveiller cette femme depuis l'Alsace où elle est exilée dans des mouvements comme ça d'immigration polonaise de la première moitié du XXe siècle où ils vont venir. Ils vont être très nombreux, notamment dans les mines de potasse. Il y a tout le décor, ça reste la mine de potasse. Et c'est son patriotisme qui est blessé à cet endroit-là et pour lequel elle va être capable de mettre en danger sa fille. Donc il y a aussi cette question de à quoi je tiens, à quoi je tiens le plus. C'est des questions qui reviennent tout le temps dans votre livre. C'est en fait à quoi je tenais, à quoi je peux tenir quand j'ai changé de pays. Et puis il y a la question du reproche que la génération suivante peut faire à celle qui s'est ainsi exposée. C'est la réaction du frère. Du frère qui dit je n'aime pas ma mère, je n'aime pas ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait. Qui dit maman c'était une salope. Voilà. Et en fait cette femme, le gros problème avec cette femme, c'est avec Vidma, c'est que on peut traverser son histoire en sachant jamais si c'était une héroïne ou une salope. C'est ça qui m'intéressait en fait. C'est en fait, est-ce qu'on peut conclure une vie humaine sans que ceux qui en soient dépositaires puissent finalement trancher. Faut-il trancher? Alors là, ils sont répartis les rôles entre la fille entre le fils et la fille. Donc la fille qui est restée dans une adoration de sa mère, et c'est pour ça que j'avais peur de lui faire du mal avec ce livre. Et le fils qui lui a décrété que c'était une salope parce qu'elle s'est très mal occupée d'eux et qu'elle les a laissés, elle les a abandonnés froidement en plus, froidement. Christophe Fauvel, vous parliez du voyage tout à l'heure, j'ai pensé à un extrait de votre livre qui évoque les différentes façons dont on peut voyager. Celui qui voyage croit entreprendre des espaces géographiques, mais les territoires sont en perpétuel changement. Celui qui voyage ne conquiert qu'une goutte du temps dans la rivière de l'éternité. Alors parfois il renonce, provisoirement il renonce. Il apprend à regarder l'entre-deux, non pas l'espace vide entre les pierres et les arbres, mais la distance. Il comprend que la pierre n'est pas le sujet, que l'arbre n'est pas le sujet. Il trouve du mouvement au monde qui alourdissait ses regards. Il trouve de la fluidité aux heures qui s'en vont depuis son attente, s'agglomérer aux nuages. C'est quelque chose que vous avez appris au cours de ces rencontres, mais aussi dans vos propres voyages, Christophe. C'est aussi quelque chose que j'ai appris de la peinture de quelqu'un, Jean-Pierre Schneider. Vous évoquiez tout à l'heure Temps de silence, qui est d'abord un livre avant d'avoir été un spectacle. Et c'est un dialogue avec ce peintre
qui est venu comme ça. Je parlais tout à l'heure de ce singulier réceptacle qui est un livre, qui est venu percuter d'une certaine façon ce projet d'écriture. Et c'est vrai que c'est en regardant cette toile que j'ai envisagé cette métaphore un peu du voyage et du temps. Proustienne. Oui, bien sûr, aussi. C'est quelque chose que je peux revendiquer, ça. Mais oui, bien sûr. Et puis le monde change tellement, on nous le répète. Alors, effectivement, lorsqu'on voyage, est-ce qu'on rencontre une géographie ou est-ce qu'on rencontre simplement un instant très bref de cette géographie, le New York qu'on a vu 3, 4 fois pour certains, 10 fois, au jour d'aujourd'hui n'est plus le New York qu'ils ont vu. Enfin, on sait bien, tout ça bouge comme ça. Et effectivement, à un moment donné, il y a peut-être la tentation de regarder le monde autrement. Suite à des échecs, suite à un renoncement, suite à l'impossible du voyage, à l'impossible assouvissement de quelque chose qu'on met en jeu dans le voyage, on se met à regarder autrement le monde. Et peut-être qu'effectivement, là, on se réconcilie avec beaucoup de choses, oui. Alors, une question encore à l'un et l'autre. Ces livres sont nés de rencontres. Une rencontre privilégiée pour vous, une quarantaine de rencontres pour vous. D'une rencontre, on ne ressort jamais identique. Le faire œuvre de littérature pour en rendre compte, d'une certaine façon, c'est une démarche. Mais en même temps, dans votre intime, si vous m'y autorisez, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste un livre de plus sur votre étagère ou une expérience humaine différente? Marion. C'est indissociable, enfin, parce que le livre en plus sur l'étagère est justement le symbole d'une extension d'humanité à travers tout ce qui s'est travaillé. Mais au demeurant, ce que je trouve toujours très surprenant, c'est que cette rencontre, là aussi, elle n'est pas inédite. C'est-à-dire que si ces histoires, j'imagine que c'est pareil pour vous, si elles font... un écrivain suisse dit faut que quelque chose fasse le siège de ma pensée pour que j'écrive, en fait. J'aime bien cette expression, c'est-à-dire que pour que cette histoire ait fait le siège de ma pensée et m'ait fait physiquement souffrir, en fait, de besoin d'écriture, c'est qu'il y avait un écho. Et cette énigme-là, ce point de rencontre, il ne faut pas qu'il soit levé trop vite, parce que sinon, moi, j'écris pas. Et j'ai compris qu'à la fin du livre, pourquoi ça avait fait le siège de ma pensée, quelle résonance ça avait un plan intime. Donc c'est à la fois une découverte d'une altérité, parce que c'est une histoire qui n'est pas la mienne, et à la fois c'est aussi une découverte de ma propre histoire pour élucider, en fait. Mais c'est l'écriture qui élucide, comme dit vraiment, si l'élucidation, si ça vient trop tôt, pour moi ça casse, en fait, le ressort de l'écriture. Donc j'ai compris après, en fait, que moi j'avais aussi un grand-père résistant. Mais en fait, c'était évident, c'était sous mes yeux, évidemment, et je tournais autour en écrivant. et qui était un homme aussi dont je peux toujours pas dire aujourd'hui si c'était un salaud ou un héros. Et donc voilà, c'est un approfondissement de la connaissance du monde, de la connaissance de l'histoire, de la connaissance des autres, mais aussi de la connaissance de soi. Et c'est cet aller-retour, cette augmentation réciproque, en fait, entre soi et l'autre, qui est complètement exponentielle, quoi. Enfin, donc c'est un livre sur une étagère, mais c'est un livre qui déborde de sa seule couverture, quoi. Tout à fait. Christophe Fourvel, vous vous retrouveriez dans ces mots-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, un immense sentiment de gratitude, comme toujours, chaque fois que j'écris un livre. En fait, c'est incroyable tout ce qu'on doit aux gens et les gens ne le savent pas. Enfin, moi, je suis complètement habité par ça. J'ai 1000 anecdotes à propos de tous mes livres où quelqu'un a déclenché quelque chose d'essentiel pour l'écriture, pour la compréhension de ma propre trajectoire et pour l'élaboration d'un livre, et il ne le sait pas. Des gens croisés comme ça, une parole qu'on a attrapée au vol, etc. Donc ce livre, c'est encore plus un concentré de dons qui m'ont été faits. Et cette gratitude, c'est vraiment un sentiment
extrêmement agréable. Moi, je sors d'un livre comme ça avec... oui, je me sens très redevable à ces gens de m'avoir porté si loin, et en même temps, dans une... Parce que je me méfie énormément de la naïveté des sentiments. Je sais que je les ai portés aussi quelque part, où ils ne seraient pas allés sans moi. Donc c'est une aventure à plusieurs, c'est une aventure à deux parfois, mais parfois à plusieurs. Et c'est vrai que les livres sont peuplés de plein d'inconnus et plein de gens et plein de personnes qu'on a oubliées, qu'on a croisées sur la route, qui nous ont donné un déclic, un début de quelque chose. Et chaque fois que je finis un livre, je pense beaucoup à ça. Moi, je vis avec ça, très, très fort, ces souvenirs-là. Écoutez, je vous remercie l'un et l'autre de la qualité de cet échange. Je rappelle les titres de ces deux livres. Donc, Wanted Louise, de Marion Muller-Collard, c'est chez Gallimard. Et puis, ce sont des bateaux que l'on regarde partir, chez Mediapop. Deux voyages dans notre humanité et puis dans votre humanité, à tous deux. Alors ne ratez pas l'embarquement. Bonsoir.